Je vous remercie de me donner la parole. Et la question qui m'a été posée était la suivante. Le Qatar finance-t-il le terrorisme? Cela pose deux questions, qui est premièrement, qu'est-ce que le terrorisme? Et deuxièmement, dans quelle mesure peut-on financer le terrorisme, compte tenu de la définition qu'on va donner du terrorisme et de son évolution, et quel est le rôle éventuel du Qatar dans le financement du terrorisme? Alors, comme nous le savons, et nous sommes dans la France qui a donné la signification actuelle au terrorisme depuis la terreur, le terrorisme, qui a pris donc sa signification, là, ce qui est la suivante, c'est l'usage de moyens qui vont faire craindre la population, qui vont l'amadouer pour qu'elle respecte le pouvoir en place. C'est la terreur, Robespierre, et nous sommes vraiment dans le pays, la France, qui a donné, je dirais, la signification actuelle au terme, à la définition même du terrorisme. Donc, et nous le savons, c'est par cette crainte, par cette terreur, qu'on va respecter le pouvoir. Et ça, c'est depuis Platon, comme nous le savons, il y a deux façons d'exercer le pouvoir, soit par la crainte du pouvoir, la crainte de la loi, Platon disait, ou bien par l'amour de la loi. Mais pour aimer le pouvoir, il faut commencer par le craindre. Et nous le savons que les enfants qui ont été, je dirais, élevés dans des familles où les parents exerçaient un certain pouvoir, une puissance sur eux, ils finissent par aimer, en fait, cette puissance. Donc, terreur, crainte et donc bien sûr un certain développement de plus en plus de ce qu'on appelle ces actes, je dirais, de terrorisme qui, on le voit, on l'a vu également, le développement du terrorisme a donné également naissance à un autre phénomène qui est celui de l'usage du terrorisme afin de protester contre les régimes, contre le pouvoir qui est en place. Cela s'appelle pour certains de la résistance, d'autres s'appellent vraiment terrorisme, qui a donné une image, je dirais, et une explication péjorative au terrorisme. Alors, terrorisme, cela suppose également deux éléments. Un élément matériel, qui est l'acte, mais un autre élément qui est encore beaucoup plus important et qui est l'élément psychologique, qui est celui de la crainte. Alors, il faut un élément matériel, on poignarde, et puis après, l'élément psychologique, c'est l'interprétation et puis l'effet de cet acte-là sur l'opinion publique. Et nous le savons que, de temps en temps, il peut y avoir un acte qui est simplement, je dirais, psychologique, cet élément psychologique qui est de temps en temps, qui est beaucoup plus important que l'acte matériel. Nous savons, par exemple, j'ouvre une petite parenthèse, qu'en France, nous avons, par exemple, matière pas simplement du terrorisme, je dirais, matériel, mais du terrorisme psychologique, intellectuel. Et là, on sait très bien que, par exemple, si on parle d'un certain sujet donc, qui fâche, même si là, aujourd'hui, je vous parle de certains éléments, d'un certain sujet, je verrai, et ça s'est arrivé ailleurs, des gens qui quittent la salle de peur d'être caractérisés de X, Y ou Z. Donc, c'est l'élément psychologique. On a peur d'un certain pouvoir qui s'exerce et de ce fait-là, c'est cette crainte, on est tous amadoués. Il y a ce qu'on appelle ce politiquement correct et qui est une sorte également de terrorisme intellectuel. Donc, une évolution du terrorisme auquel on mélange le tout. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des médias, l'évolution surtout de ce que j'appelle les réseaux sociaux, et j'en passe, ces actes-là, ce terrorisme-là, est devenu encore beaucoup plus important parce qu'il démontre, en fait, il utilise, il instrumentalise des images à des fins qui sont purement politiques. Et nous avons vu ce développement du terrorisme, surtout après la fin de la bipolarisation
et ce monde, je dirais, unipolaire, avec des projets politiques, surtout le projet politique actuel qui est transformé vraiment la planète et le monde en chaos, pour savoir qu'est-ce qui se passe, etc., et rien comprendre. Donc il y a un projet politique, et pour réussir ce projet politique, il va falloir entraîner des personnes ou des groupes, en fait, à participer à des opérations qui sont véritablement spectaculaires et qui seront répandues par les médias afin d'avoir, je dirais, des conséquences sur l'opinion publique, et ces conséquences qui peuvent être interprétées, qui doivent être interprétées d'une manière politique pour agir sur l'opinion publique et pour réaliser, par conséquent, donc l'objectif même de ce projet politique, soit déplacement de population, soit une peur, soit également donc des guerres, des conflits, des sociétés des unes contre les autres. Et c'est ça maintenant qui est l'objectif même du terrorisme. Et là, il faut voir qu'il y a des actes, il peut y avoir des actes qui sont complètement spontanés, et il y a des opérations terroristes. Actes spontanés, nous avons vu cela il y a quelques jours, vous vous souvenez, cette fusillade aux États-Unis, cette fusillade peut être caractérisée de deux choses. Soit si c'est un Américain, américo-américain, qui est pratiquement, ou je dirais à 90% prouvé qu'il n'a pas de lien avec Daesh ou l'État islamique et qui n'est pas converti à l'islam, donc ça devient un acte voilà, qui est fait anodin par une personne, etc. Mais figurez-vous que si ce monsieur s'appelait Mohamed, ou si s'affaire effectivement qu'il a des liens avec Daesh, donc là les médias et tout le monde utilisera cet événement pour dire « Ah voilà, c'est un acte terroriste organisé par des islamistes ». Et nous avons vu également comment est-ce que cette nébuleuse, je ne sais pas d'ailleurs Daesh, et je ne sais pas d'ailleurs où se trouve son siège social, et je ne sais pas comment ce communiqué est arrivé en disant oui, nous revendiquons cet acte-là. Pourquoi? Pour instrumentaliser cet acte à des fins politiques et dire que voilà, Daesh est en train d'effectuer des actes de terrorisme sur le territoire américain. Alors, il y a des choses apparentes, mais il y a des choses qui ne sont pas apparentes. Et ce sont ces éléments qui ne sont pas apparents et qui sont l'œuvre, je dirais, de services secrets, il faut le dire, et j'ai le courage de le dire et de l'affirmer, parce qu'il y a toute une construction qui est derrière pour agir sur l'opinion publique pour, d'une part, soit faire peur, faire craindre, etc., ou bien pour discréditer une partie de la population. Nous le savons aujourd'hui, quand on dit, voilà, un acte terroriste, un acte islamiste, bon, on mélange tout, islam, islamiste, et j'en passe. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver à une situation chaotique. Et la meilleure façon, c'est d'utiliser des noms des acteurs, même pour effectuer ces actes. Moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, les attaques qui ont lieu, par exemple, terroristes en France. Alors, on me dit, c'est Daesh qui les a revendiqués. Alors, s'agit-il d'un acte simple ou d'une opération organisée? Je doute que ça soit un acte spontané de personnes et il s'agit la plupart du temps, parce qu'il y a un timing qui est très bien chronométré, il y a toute une stratégie qui est derrière. Alors, et je me pose une autre question qui est encore beaucoup plus importante. Comment se fait-il que Daesh, par exemple, ou des autres organisations islamistes, qui d'ailleurs a beaucoup d'adeptes européens ou franco-français, je vous prends l'exemple de Maxime Hochart ou d'autres, qui vont combattre en Syrie ou en Irak, qui s'appellent Jacques, Dominique ou autres, et qui sont convertis, entre guillemets, ou radicalisés. C'est beaucoup plus facile, ailleurs, pour organiser un acte par l'intermédiaire d'un franco-français sur le territoire français, de l'entraîner pour faire un acte, et vraiment, si c'est un acte purement, je dirais, matériel, terroriste, eh bien, si cet acte a été fait par un Dominique ou un Jacques ou un Jean et j'en passe, il ne donnera pas l'effet
politique escompté, c'est-à-dire agir sur l'opinion publique pour démontrer qu'il y a un clash de civilisation tel que c'est démontré par la théorie de Samuel Huntington. Donc aujourd'hui, il y a, je dirais, un travail qui est fait derrière le terrorisme par des appareils qui sont les appareils, il faut le dire, des services secrets. Et les services secrets, comme leur nom indique, c'est des services très compliqués et que leurs actes ne sont jamais, très difficilement, en fait, dévoilés. On le sait par les crimes, ce qu'on appelle les crimes politiques. Moi, quand j'ai des clients, des politiques qui me disent « oui, il y a une telle opération, il y a un tel assassinat, c'est un assassinat d'un homme politique qui est le responsable ». Et je dis « écoutez, c'est très difficile parce qu'il s'agit d'actes qui sont effectués par des services secrets. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué le président Kennedy, qui a assassiné également Benazir Bhutto. Encore mieux, au Liban, avec tous les contacts que j'ai. Et on me dit qui a assassiné Hariri? C'est la Syrie, après non, c'est le Hezbollah, et après non. Il y a une instrumentalisation de tous ces actes-là, et on sait très bien que ce sont des services secrets, et c'est très compliqué parce que tous les services travaillent les uns avec les autres. Et il faut le dire, aujourd'hui, en Europe, en Occident, il y a une intersection, il y a une infiltration de l'ensemble des services secrets par le Mossad israélien et la CIA américaine. Eh bien, ces opérations, effectivement, demandent d'un argent colossal pour s'exercer. Eh bien, je ne veux pas vous faire un historique sur le financement traditionnel des services secrets, mais je vous rappelle simplement, par exemple, l'Union soviétique, comment l'Union soviétique payait, finançait les opérations de ses agents pour déstabiliser d'autres pays à des fins, à faire des actions à des fins qui sont purement politiques. De la même manière, les Américains, la CIA américaine, comme le KGB d'ailleurs soviétique, utilisent des moyens sophistiqués pour pouvoir arriver à ces fins et réaliser des projets politiques. Et nous vivons aujourd'hui dans cette ère-là, dans ce monde unipolaire, nous assistons à l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques. Donc, financer cela, et nous savons très bien l'expérience de l'Afghanistan. Nous savons très bien comment les 16 agences de services secrets américains, et là je me réfère à Snowden qui les a fait toute une étude là-dessus, c'est très compliqué, c'est très enchevêtré. Tout cela nous rappelle également le fameux système Lansky qui a été développé par Meyer Lansky du temps de la guerre du Vietnam et comment on utilisait la drogue pour financer les opérations des services secrets, en particulier de la CIA américaine. Alors, il y a eu l'affaire de l'Afghanistan. L'affaire de l'Afghanistan, comme nous le savons, les Américains ont fait appel à des gens, donc je dirais des musulmans, tels que l'Arabie Saoudite, tels que en particulier les services, pour pouvoir créer quelque chose, instrumentaliser la religion, l'islam, à des fins politiques. D'une part, et nous savons très bien qu'il y a un certain Tim Osman, c'est son nom, Tim Osman, est-ce que vous connaissez qui est Tim Osman? C'est un agent de la CIA. C'est Oussama Ben Laden, membre de la CIA américaine, avec qui on a créé Al-Qaïda. Les talibans qui sont devenus Al-Qaïda, financés par la CIA américaine. Est-ce que vous savez que l'intervention américaine en Afghanistan a permis le développement de la vente, de la production, pardon, de l'héroïne, qui, comme vous le savez, c'est l'opium, la plantation de l'opium, et après la transformation en héroïne qui a été fabriquée au Pakistan. Et cela passait de entre 400 à 500, de 40 à 50 milliards de dollars par an. Et vous voyez cette nébuleuse. Alors comment était utilisé cet argent? Cet argent était par la suite transféré aux États-Unis, une partie déposée dans des coffres, une autre partie dans la bourse. Et de la bourse, ça allait alimenter des comptes bancaires qui se trouvent à Delaware.
Et je reviens tout à l'heure en parlant du Qatar en particulier et comment est-ce que cet argent a été utilisé et dans quel objectif, qui est la conclusion en fait et le cœur même de mon sujet. Donc, financement occulte des services secrets, parce que bien sûr, les services secrets, ils ont des moyens officiels, et là, quand même, j'ai eu une expérience personnelle, parce que j'ai vu comment est-ce que la CIA américaine obtenait aussi un financement, je dirais, officiel pour ces opérations par le Congrès américain, quand dans les années 90, la CIA voulait déstabiliser, et les services secrets en général, y compris bien sûr le Mossad et bien d'autres, comment voulaient déstabiliser la Syrie et l'Irak. Eh bien, ils faisaient voter un budget de 90 millions de dollars au Congrès américain. Ils attribuaient entre 4 à 5 millions à des institutions pour faire, je dirais, une opposition au régime syrien, une opposition au régime irakien. Je me souviens de Farid Gadri, qui d'ailleurs était utilisé avant même de déclencher le printemps arabe dans les années 90 pour déstabiliser la Syrie. Je pense à Chalabi en Irak également. Eh bien, et les autres 80 millions sont versés sur les comptes de la CIA américaine. Alors, ce sont des éléments qu'il va falloir prendre en considération dans l'examen, dans l'analyse de ce financement de cette nébuleuse, et puis voir quel est l'objectif qui est escompté, qui est derrière ces opérations. Aujourd'hui, on nous dit que, effectivement, un État, le Qatar, finance-t-il le terrorisme? Alors, qui est le Qatar? Comment est-ce que le Qatar est arrivé là? Parce que tout à l'heure, j'ai bien entendu M. Asselineau qui a expliqué certains éléments. Il faut rappeler comment est-ce que le Qatar est-il devenu une puissance? Pour beaucoup de gens, effectivement, le sport, des propriétés. Le Qatar achète la France. Le Qatar achète l'Angleterre. Le Qatar menace peut-être l'endroit où nous nous sommes trouvés parce qu'il a acheté des avions de l'Angleterre. Eh bien, comment le Qatar est-il arrivé là? Comment le Qatar a bénéficié de certains fonds qui dépassent ses fonds personnels, ses productions personnelles, le PIB? Moi, j'ai fait le calcul avec mes étudiants. Combien le Qatar produit-il d'hydrocarbures? Combien le Qatar peut-il avoir de revenus annuels? Et on a fait un calcul, je publierai tout cela d'ailleurs, dans le rapport qui sera fait de ce séminaire. Alors, il y a des dépenses qui sont de 1,5 supérieures aux moyens officiels, réels du Qatar. Point d'interrogation. Alors, le Qatar, il ne faut pas oublier, il est arrivé à cette image et à cette puissance grâce et depuis le prince Hamad Ben Khalifa Al-Thani, qui est le père de l'émir actuel, qui a fait ses études à Sandhurst dans l'académie militaire en Angleterre, le nid des services secrets anglais et américains qui l'auraient approché, comme ils auraient fait avec Tim Osman Ben Laden, l'associé de Turki El Faisal. Monsieur, vous allez retourner dans votre pays, on va faire de votre pays une puissance planétaire. C'est la manipulation. Moi, ce que je dis à tous les pays arabes d'ailleurs, quand on voit la situation avec ce printemps arabe, eh bien, les Occidentaux vous ont donné une pelle pour creuser par vous-même vos cimetières et vos tombes. Eh bien, effectivement, il rentre dans son pays, il fait un coup d'État contre son propre père. Il accepte, il accueille la plus grande base américaine militaire à l'extérieur du territoire américain. Le Qatar bénéficiera également d'une chaîne extraordinaire, la chaîne Al Jazeera. Eh bien, votre serviteur, ici présent, était l'avocat du bureau de représentation de Al Jazeera à Paris. Ce que je veux dire ne relèvera jamais
du secret professionnel, mais c'est simplement une constatation, un témoignage. Et là, il faut comprendre les choses telles quelles. Comment est-ce que la chaîne Al Jazeera, appelée plus tard la chaîne Ben Laden, surnommée plus tard la chaîne Ben Laden par certains, pourquoi? Parce que, comme par hasard, Tim Osman, 11 septembre, il envoie ses cassettes simplement à la télévision Al Jazeera. Eh bien, zut alors, moi j'ai d'autres clients, d'autres chaînes, la LBC, Al Arabiya ou les autres, etc. Mais pourquoi cette réputation internationale à la chaîne Al Jazeera et pourquoi ces cassettes ne sont pas envoyées à nous? Al Jazeera, son nom l'indique, l'île, c'est beaucoup plus facile, mais zut alors, d'envoyer ces cassettes d'Afghanistan, les envoyer pour arriver au Liban, ou en Syrie, ou ailleurs. Des questions, moi je me pose la question, même cette question avec vous, avec les journalistes, avec l'opinion publique, des questions qui se posent. Pourquoi? Petit à petit, et vous verrez que cette chaîne, cette fameuse chaîne Al Jazeera, qui concurrence les chaînes européennes, qui devient connue internationalement. Moi, je me souviens, en 1995, quand j'ai été donc l'avocat de ce bureau de représentation grâce à Michel Kik, qui est d'origine libanaise, et elle a été créée, l'opinion contraire ou opposée, et des émissions qui touchaient les pays arabes, ont raconté ce qu'on ne pouvait pas faire dans les autres chaînes. Mais on ne se rendait pas compte que qui est derrière? Alors, des Israéliens venaient participer, des opposants, de tout le monde. Et là, on a amadoué l'opinion publique, on a habitué l'opinion publique. Alors ça me rappelle une chose, ça me rappelle mon enfance. Dans mon enfance, quand j'étais petit, ce que je faisais un pari avec un ami qui voulait absolument donner du poivre à son chat. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ouvrait le museau du chat, il lui faisait entrer le poivre et le pauvre chat qui se débattait partout. Alors moi je lui dis, attendez, mais c'est pas comme ça, tu vas voir moi comment je vais faire. Je suis beaucoup plus malin. Eh bien, je prenais le poivre et je mettais le poivre autour du museau du chat. Et comme vous le savez, le chat se lèche le museau, il absorbait tout le poivre sans s'en apercevoir. Et c'était en fait le travail de la chaîne Al Jazeera dans son objectif d'islamisation de la société arabe. Moi je connaissais, j'ai un ami du Liban qui me disait, m'a montré la photo de sa mère, et je ne savais pas que c'était sa mère. Je trouvais une très belle fille, d'ailleurs, en maillot bikini, des années 60. Et j'ai dit, c'est qui ça? Ah, elle me dit, c'est maman. Ah bon? Elle m'a dit, attends, je vais te montrer une autre photo. Et là, qu'est-ce que je vois? Une fille qui est totalement voilée. Je dis, c'est qui ça? Il m'a dit, c'est ma sœur. Elle a 16 ans. C'est la mode aujourd'hui de mettre le voile. Une mode, oui, une propagande. Une propagande qui est véhiculée par la chaîne qatari Al Jazeera. Et il faut savoir qui manipule cette chaîne derrière. Du jour au lendemain, quand l'opinion publique a été amadouée, que s'est-il passé? Eh bien, on a vu que changement total de direction, changement total, je dirais, de ligne éditrice. Et puis avec Waddah Khanfar, et là qu'est-ce qu'il vient? Donc islamiste. Ah, d'ailleurs l'un de ses frères était au Hamas israélien. Et qu'est-ce qu'on découvre? Le Hamas palestinien, pardon. Et qu'est-ce qu'on découvre? Ah ben on va découvrir quelque chose. The Guardian, le fameux Guardian en Angleterre, ah bon, il avait dévoilé tout un scandale à propos de Waddah Khanfar, qui était d'ailleurs le nouveau directeur de Al Jazeera, soi-disant islamisme, je ne sais pas, en tant que catholique, moi je... Eh bien, il était agent des services secrets américano-israéliens, ou israélo-américains plutôt. Eh bien, là, ce sont des éléments qu'on oublie totalement de nous dire. On oublie de dire que, effectivement, qui est en train d'utiliser, de manipuler le Qatar, comme d'ailleurs l'Arabie Saoudite ou d'autres pays, sont tenus par la gorge et sont entraînés effectivement dans des opérations. Et quand je pense qu'il y a quelques jours, la fameuse mosquée à Sartrouville,
qu'il a financé. On commence à financer cela par de l'argent, effectivement, de différents services, que ce soit du Qatar ou d'autres pays là. Mais on oublie une chose. Effectivement, quand je parlais tout à l'heure du financement des opérations terroristes, c'est pour ça, tout d'abord, dans mon introduction, je distinguais des actes des opérations terroristes qui demandent toute une infrastructure, tout un savoir, toute une pratique, toute une expérience, une logistique. Et il faut également une intelligence, et c'est le mot, c'est le terme, des services secrets, intelligence services. Le plus important, c'est de vous montrer que c'est vous qui êtes en train de faire ces opérations. Eh bien, ce qu'on voit, et je dévoilerai ça dans mes écrits parce que je ne vais pas être très long, je pense qu'il me reste encore 5 minutes. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement des flux financiers qui viennent de Delaware, USA, avec des sociétés qataries créées par des nominees, des prêteurs de noms, des prête-noms. Eh bien, un argent avec une origine. Alors là, vous savez, vous pouvez attaquer tout le monde sur l'origine des fonds, etc. Mais il y a certains endroits où vous ne pouvez pas. C'est vraiment le paradis fiscal, le Delaware aux États-Unis. Et comme je disais, vous faites entrer à la bourse à New York, vous mettez de l'argent en espèces. Envoyez ça à Delaware. Delaware a des sociétés détenues par des porteurs, des noms qataris, des avocats, des cabinets, etc. C'est ce qu'on appelle nominees en droit anglais, qui est quand même une formule qui existe en droit qatari. Eh bien, cet argent arrive au Qatar et effectivement, une partie va pouvoir régler certains instituts, certaines, je dirais, organisations, eh bien, effectivement, qui vont être impliquées dans ce projet politique qui est de créer un chaos mondial, planétaire. Eh bien, pour les autres pays, on va voir, effectivement, nous le voyons, on ne va pas créer, vous savez, je ne suis pas en train de créer l'eau tiède. Tout le monde dit que voilà, le terrorisme, le Qatar, l'Arabie Saoudite et j'en passe, oui, ils sont responsables du financement du terrorisme. Ça, nous le savons. Mais qui est derrière? Pourquoi le Qatar? Pourquoi ces différentes manipulations? Et c'est là où il faut pousser la réflexion qui est derrière, qui est en train de créer ces tensions entre ces différents pays. Mais alors, la question qu'on me pose toujours, mais pourquoi ces pays arabes tombent-ils dans le piège? Et effectivement, et c'est là où c'est la responsabilité des dirigeants arabes, et c'est là où c'est la responsabilité des pouvoirs en Arabie Saoudite, qui là maintenant, ils ont trouvé effectivement qu'ils sont allés trop loin, qu'ils ont changé de politique, et c'est aujourd'hui au Qatar également d'être beaucoup plus prudent à tous les pays arabes pour déjouer cette instrumentalisation, cette manipulation qui a pour objectif, comme nous l'avons vu, l'effritement des institutions étatiques, par exemple même du phénomène de l'État-nation, qui, comme vous le savez, a été créé pour porter atteinte aux différents empires. À l'époque, c'était les empires, on a créé l'État-nation pour effriter les empires. Et aujourd'hui, nous sommes en train de porter atteinte aux institutions étatiques, à l'État-nation, pour créer un nouveau monde international, une nouvelle donne qui, je ne sais pas ce que c'est. On parlait avant son décès avec Boutros Ghali, il m'a dit, je ne sais rien, mais je peux te dire une chose, c'est que en fait, les Nations Unies ont perdu tout leur poids, parce que la notion même de nation, d'entité nationale, d'entité étatique, a complètement tombé à l'eau. Et nous avons malheureusement vu comment d'autres pays ont également participé d'une manière volontaire ou involontaire à cette situation qui n'est autre qu'un crime. Et la question qu'il faut toujours se poser,
Et là, je termine. À qui profite ce crime? Je vous remercie.